Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. À l'aide de l'actualité, une soirée de veillée sur la colline Mariale. C'est l'un des temps forts du pèlerinage catholique au pied de Notre-Dame du Mali à Kita. Les autorités administratives, politiques et religieuses ont pris part à cette rencontre religieuse. Nous parlerons également de cette bravoure des femmes avec la neutralisation des terroristes dans le secteur de Tinzaouaten dans la région de Kidal. Et 86 kg de cannabis saisis à Niamana par la brigade mobile d'intervention de Bamako. La valeur marchande est évaluée à des centaines de millions. Fatmata Kébé, vous allez la découvrir dans ce 20h. Elle est astrophysicienne française d'origine malienne. Elle est native de Yélimani dans la région de Kaï. Et Sandia, c'est une manifestation folklorique traditionnelle. Les Nyamakala de l'ORTM l'ont organisée pour prôner la paix et le vivre ensemble, mais aussi pour soutenir les femmes. Dimanche 1er décembre 2024, bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. L'actualité, c'est le pèlerinage catholique au pied de Notre-Dame du Mali. La soirée a été marquée par la veillée sur la colline Mariale en présence des autorités administratives, politiques et religieuses du pays. Un moment de prière et action de grâce. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux, Isaac Chenou et Oumar Katraori. Au cours de cette veillée au pied de la colline Mariale, le diocèse de Kaï, à travers une chorégraphie, a partagé ses réflexions et ses convictions. La situation sociopolitique de notre pays a suscité cette réflexion. Kaï a développé le thème de ce pèlerinage à travers 4 tableaux. Si dans le premier tableau, on parle de jeunesse malienne dans sa globalité, le second fait comprendre que la jeunesse peut. Et pour l'avènement du Mali Croix, les jeunes doivent se faire chacun un cœur nouveau, nous faire sortir le 3e tableau. Le 4e et dernier renvoi au prophète Jean-Baptiste pour la place de chacun dans la construction du Mali Croix qui impose à chacun un changement. Or, de façon générale, chacun estime que c'est l'autre qui doit changer. Nos attentes par rapport à ces jeunes, c'est que leur foi puisse les aider à s'engager comme citoyens pour la transformation de notre pays, le Mali. Étant donné que nous savons le pays traverse des situations bien difficiles aussi et que parfois les jeunes sont instrumentalisés et on pourrait même dire enrôlés dans des actes de violence. Donc c'est aussi une manière de leur dire, c'est vrai, c'est ensemble. Pas les jeunes seulement, nous allons les soutenir, mais que les jeunes eux-mêmes, ils soient vraiment le fer de lance de ce changement que nous pensons insuffler au niveau de nos communautés. Il y a eu des références bibliques
qui ont donné l'expérience pour dire que c'est à travers la jeunesse, à travers le changement de comportement, à travers le changement de cœur, nous pourrons construire ce Mali. Nous avions été gratifiés ce soir sur la colline Mariale par leur troupe qui nous a donné un enseignement sur la construction du pays, sur comment la jeunesse doit se comporter pour que ce Malikois soit une réalité. Je crois que tout un chacun qui a assisté à cette scène a bien compris de quoi il s'agit. La célébration de l'Eucharistie a aussi été un temps fort de cette veillée. Et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette célébration a permis aux fidèles chrétiens de communier avec le corps et le sang du Christ. Il faut dire que cette veillée au pied de Notre-Dame du Mali a été aussi un moment d'action de grâce. Et que Dieu exauce toutes les prières. Ce pèlerinage, c'est aussi la découverte de cette société qui fait parler d'elle en matière de cohabitation religieuse. Chrétiens et non-chrétiens vivent en harmonie et œuvrent ensemble pendant les grands moments religieux. Les coulisses du pèlerinage catholique, c'est avec Mahamadi Alioubari. Le 53e pèlerinage chrétien catholique à Kita, c'est aussi le témoignage d'une parfaite symbiose entre les communautés musulmanes et chrétiennes. Ici, la cohabitation historique est marquée par des prières et des bénédictions communes, contribuant au renforcement du tissu social et de promouvoir la paix dans la région. Entre les deux religions, la solidarité et la synergie agissantes ont toujours prévalu pour notre cohésion sociale. Les Écritures saintes concourent toutes à la paix et Kita profite des 2 livres saints. Kitois, musulmans, catholiques, protestants, nous venons tous assister à ce pèlerinage-là comme les enfants d'une même mère. Et même dans la ville de Kita ici, notre cohabitation, on ne peut même pas savoir que nous ne sommes pas de la même confession si ce n'est pas le moment de la prière particulière à chaque confession. D'abord, je suis 100% musulman, mais actuellement là où je suis, j'ai une femme catholique. Au moment de leur mois de carême, elle fait son mois de carême, je ne la gêne pas. Et à notre mois de carême aussi, elle me courtoie, elle m'aide, elle fait tout avec moi. Et dans la même cour, nous sommes tous ensemble là-bas. Il y a les musulmans, il y a les catholiques. On cohabite très bien. En voyant la collaboration entre les chrétiens et les musulmans et avec la tradition adepte, vraiment, ce que j'ai vu, je suis très ému par rapport à ça. Pour beaucoup, le rendez-vous catholique à Kita renforce le dialogue interreligieux et favorise la réalisation de projets communs. Ce que je retiens à Kita, c'est une tolérance religieuse qui n'est pas feinte. Elle est expresse, elle est voulue, elle est recherchée et elle est réelle. Lorsque le pèlerinage chrétien se déroule, la moitié de la population en mouvement, sinon plus de la moitié souvent, sont des musulmans qui accompagnent leurs frères chrétiens. Cette année, pour preuve de Soribougou, le premier village de la région de Kita après le pont Baoulé jusqu'à Kita, tous les villages sont sortis pour accueillir, donner de l'eau, souhaiter la bienvenue aux pèlerins, aux marcheurs. Au-delà de la spiritualité de l'événement, les échanges entre les fidèles constituent une opportunité dans la promotion de la coexistence pacifique, gage d'une paix durable entre les communautés. Parlons également de cette reconnaissance du Mali envers l'Allemagne. En effet, 4 militaires allemands en fin de mission au Mali ont été décorés pour le service bien rendu. Leurs missions ont contribué au renforcement de la coopération militaire entre Bamako et Berlin. Un commentaire de Kassim Diallo. Dans le cadre de la coopération militaire entre le Mali et l'Allemagne, 4 militaires allemands en fin de mission dans notre pays ont été décorés chevaliers de l'ordre national et à l'étoile d'argent du mérite national avec effigie abeille. Ces médailles ont été remises par les représentants du ministre de la Défense et des anciens combattants, général de division Sidiki Samake. Nous faisons tout notre possible pour que cette relation de coopération militaire qui existe entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Mali puisse
renforcer davantage. Ces militaires allemands ont effectué plusieurs travaux avec les forces armées maliennes et se sont fait remarquer par leur sens de l'engagement en accomplissant avec honneur et probité toutes les missions à eux confiées. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a saisi l'opportunité pour remercier les autorités maliennes et entend pérenniser la coopération bilatérale Mali-Allemagne. Pour l'avenir, j'espère un renouvellement de la coopération et je souhaite un peuple malien un bon développement, un bon avenir. On a eu ici notre groupe de conseillers des Bundeswehr qui ont réalisé des projets d'importance en étroite collaboration avec leurs partenaires maliens. Et je pense que les bons résultats justifient tout effort. Et évidemment, aujourd'hui, on a vu aussi les soldats qui ont travaillé ici honorés par leurs partenaires maliens. Donc ça nous va droit à cœur et c'est un moment qui marque l'amitié et aussi la confiance entre nos deux forces. Cette distinction honorifique est une marque de reconnaissance de l'Institut militaire du Mali à l'endroit de ces militaires allemands pour leur engagement aux côtés des forces armées maliennes. Je le disais dans les titres, la brigade mobile d'intervention de Bamako a saisi plus de 86 kg de cannabis au poste de Niamana. La valeur marchande de cette drogue est évaluée à des centaines de millions de francs CFA. Les détails avec Siaka Konaté. Le renseignement aura permis à la brigade mobile d'intervention de Bamako de réussir ces jolis coups de filet au poste de Niamana. La saisie de 72 paquets de cannabis, soit 86 kg, qui étaient bien dissimulés dans le siège arrière d'un véhicule et dont la valeur marchande est estimée à des centaines de millions de francs CFA. La saisie dont on parle aujourd'hui est la saisie d'un véhicule qui a quitté à l'intérieur du pays, dans une de nos régions à destination de Bamako. Nous l'avons suivi parce que c'est un réseau qu'on avait infiltré déjà sur la base du renseignement jusqu'à l'intérieur de Bamako où nous avons stoppé au niveau du poste de Niamana. Dans un premier temps, les fouilles sommaires n'ont rien donné. Fort de notre information et de nos renseignements, donc nous avons jugé nécessaire de conduire le véhicule dans la cour de la brigade mobile d'intervention et pour approfondir les fouilles. Et cette fouille nous a permis de déceler soigneusement des paquets de cannabis qui étaient dans les entrailles du véhicule. Donc grâce à leur vigilance et leur persévérance, les éléments de la brigade mobile d'intervention de Bamako ont pu mettre la main sur ces trafiquants qui rivalisent d'ingéniosité pour passer entre les mailles du filet, d'où le coup de chapeau du directeur régional des douanes de Bamako. Dans l'entendement commun, les missions de la douane se résument seulement à alimenter les caisses de l'État. Force est de reconnaître ces clichés et assez trompeurs, car une des missions essentielles des douanes, c'est aussi la protection des populations. Et quand même, nous, notre région, sous le leadership du directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Konaté, n'a jamais perdu de vue cette mission de lutte contre le trafic illicite. D'ailleurs, cette mission est inscrite au point 2 des orientations données par le ministre de l'économie et des finances. C'est dans cet ordre d'idée que la brigade mobile d'intervention de Bamako a mené cette opération suite à un renseignement minutieusement exploité. Le directeur régional des douanes de Bamako appelle la population à collaborer avec les services des douanes dans leur lutte contre tout genre de trafic en leur fournissant des renseignements. Bravo à la douane malienne. La COP16 sur la désertification, c'est ce lundi 2 décembre à Riyad en Arabie Saoudite. Un rendez-vous mondial pour relever le défi de la dégradation des terres et de la sécheresse. Les enjeux de ce rendez-vous avec nos envoyés spéciaux Agibou Koulibaly et Abou Koné. Prévue du 2 au 13 décembre 2024, la COP16 réunira les 197 parties signataires de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Ce sommet marque une étape importante coïncidant avec le 30e anniversaire de cette convention. Le Royaume d'Arabie Saoudite, hôte de l'événement, entend mobiliser la communauté internationale autour de solutions concrètes
pour restaurer les terres dégradées et renforcer la résilience face aux sécheresses croissantes. Lors de la signature de l'accord en janvier 2024, le ministre saoudien de l'Environnement, Abdrahman Al-Fadley, avait annoncé des initiatives phares comme l'initiative verte saoudienne, témoignant de l'ambition du pays. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 40% des terres mondiales sont déjà dégradées, menaçant directement la moitié de la population mondiale et les écosystèmes. Avec une augmentation de 29% des sécheresses depuis 2000, il devient urgent d'agir. Le Mali sera présent à travers une délégation conduite par la nouvelle ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Doumbia Mariam Tangara, avec une innovation notable cette année, la participation de jeunes négociateurs maliens. Ces derniers, aux côtés d'experts nationaux, animeront des panels pour mettre en avant les efforts du Mali en matière de gestion durable des terres. Alors que le compte à rebours est lancé, Riyad deviendra ce lundi 2 décembre 2024 le centre des décisions internationales sur la désertification, un enjeu vital pour l'avenir de la planète. Les regards sont désormais tournés vers cette conférence qui doit passer des promesses aux actions concrètes. Ici au Mali, et plus précisément à Ségou, des experts nationaux et internationaux analysent les données collectées sur l'état de la sécurité alimentaire au Mali. Il s'agit des évaluations du système d'alerte précoce qui se tiennent dans un cadre appelé cadre harmonisé d'analyse et d'identification alimentaire et nutritionnelle au titre de la campagne agricole 2024-2025. Plus de détails avec Honoré Tchenou et Bassi Traoré. Il s'agit à travers cet atelier d'analyser les données collectées sur l'état de la sécurité alimentaire au Mali et dégager des pistes d'intervention pour soutenir les populations vulnérables. Un exercice avec des experts du SILS à travers le système d'alerte précoce. Le gouvernement du Mali joue un rôle clé dans ce processus, notamment grâce au système d'alerte précoce. Les résultats de cet atelier permettront de mieux planifier les interventions humanitaires et d'assurer que l'aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous partagerons nos expériences et développerons des stratégies communes pour renforcer la sécurité alimentaire au Mali. 6 jours durant, des experts nationaux et internationaux portent leurs réflexions sur les données relatives à l'insécurité alimentaire afin de pouvoir y faire face convenablement. Une évaluation provisoire de l'état de vulnérabilité alimentaire à travers le présent cadre. Le cadre harmonisé est devenu l'outil de référence de toutes les actions de sécurité alimentaire et nutritionnelle conjoncturelle au Mali. C'est pourquoi les résultats de vos travaux sont vivement attendus pour permettre au gouvernement et à ses partenaires d'anticiper sur la gestion des questions de vulnérabilité alimentaire. Toutes ces informations sont préalablement passées au crible et validées au cours des différents ateliers de restitution. Au terme des travaux, des pistes d'intervention pour soutenir les populations vulnérables au titre de la campagne alimentaire et nutritionnelle 2024-2025 sont dégagées. Elles permettent une prise en charge efficace et efficiente des populations vulnérables. De Ségou, rendons-nous à Sikasso et voyons du côté de la pêche qui vient d'organiser des journées portes ouvertes pour faciliter l'insertion des jeunes dans les filières d'opportunités. Oui, les organisateurs veulent inciter les jeunes à s'engager dans l'entrepreneuriat. Compte rendu, Moussokoro Sireme et Taïrou Konaté. Face aux enjeux et problématiques liés au chômage, au sous-emploi ou encore à la formation, la PEJ, Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, privilégie la communication, l'orientation et l'accompagnement des jeunes vers les opportunités d'insertion économique dans les filières porteuses de la région. Et ces journées portes ouvertes sont des cadres idéaux pour ces jeunes de découvrir les différents services offerts par l'agence et de partager les expériences en vue de développer en eux le goût de l'auto-emploi et de la création d'emplois décents et rémunérateurs. Les filières d'opportunité vont de l'aviculture, l'embouche, maraîchage, la production de pommes de terre, la production du lait local, les métiers de transformation des fruits et légumes, ensuite les métiers en support avec la production de semences et la maintenance et la production d'équipements agricoles.
La cible qu'on doit accompagner, en plus de ceux de l'ANP, sont au nombre de 900. Ces dispositifs d'accompagnement à l'insertion des jeunes dans les filières porteuses sont appuyés par les programmes de Luxdev, agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. 2 programmes, dont l'un relatif au développement et à la sécurité alimentaire et l'autre dédié à la formation et à l'insertion professionnelle. Ces dispositifs visent à apporter une assistance de proximité à l'ensemble des partenaires, favoriser la mise en cohérence des activités avec les objectifs assignés aux différents programmes à travers les métiers du secteur de l'agriculture et sur l'entrepreneuriat, de facilitation à l'accès au crédit et d'appui au financement en leur apportant une subvention très importante, tant pour créer leur entreprise que pour assurer le développement de celle-ci. Les dispositifs que vous sauront démontrés permettront, j'en suis persuadé, à de nombreux jeunes de réaliser leur micro-entreprise. Cet événement marque une étape importante dans notre engagement collectif en faveur de l'emploi des jeunes, un enjeu crucial pour le développement de notre région et de notre pays. Ces journées portes ouvertes seront animées pendant 2 jours autour de 3 principaux volets qui sont les types d'accompagnement de création d'entreprises, les échanges d'expériences entre primo et jeunes entrepreneurs et les échanges avec les institutions financières sur les conditions d'accès et les mécanismes d'accompagnement et de remboursement. Un autre titre de ce journal, les femmes ont neutralisé ce matin les cadres terroristes. C'est au cours d'une opération stratégique menée dans le secteur de Tinzaouaten, dans la région de Kidal. Le commentaire avec Abdoulaye Sako. Le chef d'état-major général des armées confirme la neutralisation de plusieurs cadres de haut rang des groupes terroristes au cours d'une opération spéciale d'envergure menée à Tinzaouaten dans la région de Kidal ce dimanche 1er décembre 2024. Le succès de cette opération prouve encore une fois le professionnalisme de nos femmes et la détermination de l'État malien à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et à renforcer la sécurité nationale. Plusieurs cadres influents de la nébuleuse terroriste active au Mali ont été neutralisés, parmi lesquels Shogib Ag Atayer, Al-Baraka Ag Al-Faki, Moussa Ag Bay Diknan, Bachara Ag Hamed, Fahad Ag Al-Mahamoud, Mohamed Ag Asherif Di Mafik, Jamal Ag Al-Baraka, Sidi Ag Bay. Ces terroristes étaient impliqués dans plusieurs attaques ciblées contre les civils et les femmes dans leur mission de sécurisation de la région de Kidal. Placée sous surveillance depuis plusieurs mois, la localité de Tinzaouaten servait de base stratégique pour la planification et l'exécution d'actions néfastes à la sécurité de la région. L'opération menée par les FAMA a été exécutée avec précision pour démanteler le réseau structuré des leaders terroristes et déstabiliser leur chaîne de commandement. Cette intervention réduit le potentiel opérationnel du groupe terroriste concerné et limite considérablement leur capacité à coordonner des attaques sur l'ensemble du territoire national. Les efforts pour sécuriser la région de Kidal se poursuivent avec des opérations de contrôle de zone visant à garantir la pérennité de cette victoire. L'état-major général des armées félicite les forces engagées pour leur courage et leur professionnalisme. L'état-major général des armées invite les populations à s'éloigner des refuges terroristes et les rassure que leur sécurité et protection restent une priorité. Et ils sont au total 8 terroristes neutralisés. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain avec plus d'images. Bravo aux femmes. L'Alliance Malitanie a organisé une rencontre à 100 avec les femmes et les jeunes. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée de 100 Drissa Koli. Tous pour le Mali pour tous. Ce slogan patriotique de l'Alliance malitanienne Amata engage tout bon citoyen puisqu'il s'agit de la mère patrie. Le thème de la conférence initiée dans cette optique, la population au cœur de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, les jeunes et les femmes en première ligne est plus qu'un éveil de conscience. L'enjeu est là, il s'agit de contribuer chacun en ce qui le concerne, d'apporter sa contribution dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Surtout, il s'agit d'éviter
éviter l'amalgame et la stigmatisation. Il s'agit de coopérer avec les services de sécurité à travers la fourniture des renseignements. Les jeunes et les femmes venus nombreux ont participé de façon active au débat animé par le commissaire de police Mohamed H. Koulibaly. Nous ne voulons que la paix, rien que la paix, l'union et puis la cohésion sociale. C'est pour cela que tout ce public-là est venu. Nous avons mobilisé les jeunes dans les différentes communes et cercles dans la région des Sangs, tels que le cercle de Toumnia, Kemparana, Yangaso, Benena, Timissa, surtout de l'interfleuve, pour vraiment participer à cette conférence de débat. Conscient de cet engagement indéfectible de ces forces vives de la région, le gouverneur rassure. Les jeunes et les femmes de la région de Sang seront au cœur de cette lutte, comme souhaite votre association. Ils feront le moteur de cette lutte. Ils répondront au rendez-vous de l'honneur et l'histoire retiendra le courage, la résilience et la bravoure des jeunes et des femmes de la région de Sang dans la sauvegarde des intérêts de la nation. Des débats a jailli la lumière. Des contributions n'ont pas du tout manqué et l'Alliance malitanienne compte sur l'engagement de tous et de toutes. Une équipe de ORTMK est allée à la rencontre de Fatmata Kébé. Elle est astrophysicienne française d'origine malienne, âgée de 39 ans, native du cercle de Yélimani dans la région de Caille. Elle est spécialisée dans l'étude des débris spatiaux. Fatmata Kébé sous les projecteurs de la rédaction à travers Kansutu Kanouté. Née un 26 juin 1985 à Montreuil, France, Fatmata Kébé est une astrophysicienne d'origine malienne. Elle est spécialiste de la trajectoire des débris spatiaux et éducatrice. Son père, cariste, et sa mère, femme de ménage, sont originaires de la région de Caille. Alors j'ai effectué la totalité de mon parcours à Sorbonne Université à Paris. C'est là-bas que j'ai eu ma licence d'ingénierie mécanique, mon master en mécanique des fluides et mon doctorat d'astronomie. Et j'ai passé une année à l'université de Tokyo pour étudier l'ingénierie spatiale. L'astronomie, c'est de base la science des astres. On va étudier tout ce qui se passe au-delà du ciel. Et aujourd'hui, en fait, on parle plutôt d'astrophysique puisqu'on étudie également des phénomènes qui sont invisibles. Et les outils se sont améliorés et il y a une pléthore de sujets et sous-sujets qu'on peut traiter dans le domaine de l'astronomie. Et également, on peut utiliser des compétences acquises dans l'astronomie pour être plus concret, si on peut dire ça comme ça, et notamment étudier l'impact des activités humaines sur Terre et dans l'espace. Considérée comme l'étoile montante de l'astrophysique et l'une des personnalités les plus influentes au monde, elle est aussi autrice de plusieurs ouvrages, parmi lesquels le dernier en date, Au-delà du ciel, un livre dans lequel elle raconte l'histoire de l'univers en 57 photos. Aujourd'hui, elle fait la fierté de la région de Caille, de ses parents, amis et collaborateurs. En Afrique et dans le monde, si je connais une jeune de son âge qui est astrophysicienne, c'est Fatmata Kébé. Fatmata Kébé, pratiquement, c'est un modèle aujourd'hui pour toute la jeunesse du monde. C'est pas évident d'être astrophysicienne, femme, musulmane, franco-malienne. Et ce qui nous a beaucoup unis, pour ne pas dire faire lien, et qui explique aujourd'hui sa présence au Mali, c'est qu'elle a décidé d'aller à la NASA au nom du Mali. Je viens du cercle de Yélimani, précisément dans la commune de Djafounou-Djongaga. Dire qu'une Malienne, une dame de surcroît qui s'engage sur cette piste, nous, on ne peut que l'encourager. Selon elle-même, pourquoi elle a embrassé cette filière, c'est les films, les documentaires et les livres qui l'ont beaucoup passionnée sur ce métier et qu'elle a commencé à adorer l'astrophysique pour chercher à se performer et exceller dans la discipline. Aujourd'hui, on a une astrophysicienne pleine qui est d'origine malienne. Je trouve que c'est quelqu'un de très accessible. On ne peut que l'encourager à aller plus loin, à accéder en tout cas à ce qu'elle souhaite. Je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup transmettre. Je sais que c'est quelqu'un qui a encore envie d'aller encore beaucoup plus loin. Et surtout que le Mali puisse se rendre compte qu'ils ont une mine d'or. Je suis actuellement basée à Paris, en France. J'ai lancé ma propre entreprise de consulting dans le domaine du spatial, c'est-à-dire que j'aide des entreprises, des institutions à pouvoir déterminer leurs besoins et comment le spatial, les satellites et les données satellitaires peuvent aider ces institutions publiques ou privées à résoudre leurs problématiques. Certains de nos interlocuteurs souhaiteraient que les autorités prennent donc attache avec Fatmata Kébé. Au moment où le changement climatique est un défi très important à relever, pour qu'ensemble, elle vienne nous aider. Dans son domaine, elle est experte. Je ne sais pas si au Mali, il y en a des astrophysiciens,
Nous souhaiterons bien qu'elle travaille pour ce pays, pour nous aider à travers son expertise et son expérience à pouvoir accompagner notre pays. Elle a fait un travail extraordinaire sur la question des inondations. À partir des satellites, comment prévoir, comment travailler avec les populations locales, comment travailler avec les autorités du pays, les communautés de base, à travers du système de prévention, de vulgarisation pour pouvoir anticiper, prévenir, prendre des mesures idoines contre le changement climatique et pour une résilience climatique. Elle est disponible pour pouvoir le faire. Dans son intervention, elle a tout simplement dit qu'aujourd'hui le Mali n'a pas besoin de lancer un satellite à partir des fonds publics, mais d'aller à l'agence africaine pour le lancement des satellites. Il y a une agence spéciale africaine qui a été créée, dont la résidence est au Caire. Donc elle voudrait aujourd'hui aider son pays et elle nous a émerveillés de par ses interventions et je crois que c'est une opportunité à saisir. Rappelons que c'est à l'âge de 8 ans que Fatoumata Kébé a décidé de faire sa carrière au milieu des étoiles. Très impressionnant. Avec les femmes, tout est possible. Demain sera célébrée dans notre pays la Journée internationale des personnes en situation de handicap, instituée en 1992 par les Nations Unies. Cette journée vise donc à faire le point de la situation pour le droit et le bien-être des personnes en situation de handicap, suivant le message de la ministre de la Santé et du Développement social. À l'occasion de cette journée, elle est au micro de Nohom Sissoko. Cette 32e édition de la Journée internationale des personnes handicapées, instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies, est célébrée sous le thème « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ». Ce thème nous interpelle tous et vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes vivant avec un handicap dans toutes les sphères de la société du développement. Il vise aussi à accroître la sensibilisation à la situation particulière de cette couche dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. L'inclusion du handicap est un aspect essentiel de la dignité humaine, du respect des droits humains, du développement durable, de la paix et de la sécurité. L'engagement du Mali n'est pas seulement une question de justice, mais aussi et surtout un investissement pour notre avenir commun. Selon le rapport de l'OMS sur le handicap publié en 2011, les personnes handicapées sont estimées à 15% de la population mondiale. Au Mali, les résultats de l'EDS6, enquête démographique et de santé de 2018, ont révélé que la prévalence du handicap ajusté à l'âge des moins de 18 ans est de 6,4%. Cette frange non moins importante de la population est un des groupes les plus exclus de la société et compte parmi les plus durement touchés dans toute situation de crise. Même en temps normal, elles ont un accès moindre que quiconque aux soins de santé, à l'éducation, à l'emploi ou à la vie sociale. Elles sont donc exposées à un risque élevé de pauvreté et de violence basée sur le genre. D'où l'urgence de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette journée met en avant les réalités des personnes en situation de handicap et les obstacles qu'elles rencontrent au quotidien. Cela à travers des campagnes d'information et de sensibilisation. AES Actualité, intéressons-nous à cette conférence sur la problématique de la coopération entre la Russie et la Confédération des États du Sahel. Les débats ont tourné autour des enjeux sécuritaires, énergétiques et communicationnels. Reportage Youssouf Diakité. Regard sur les questions de sécurité, d'énergie et de communication. Voilà la thématique choisie par Yuri Communication et Consulting pour édifier l'assistance à la faveur de cette conférence débat sur les défis liés à la coopération entre la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie. Le premier panel a porté sur les enjeux sécuritaires et énergétiques. S'agissant du renforcement des capacités tactiques et opérationnelles des éléments forts de sécurité, en passant par l'acquisition d'un certain nombre d'équipements militaires par les pays de l'AES, sont deux éléments aujourd'hui qui ont permis par endroits et par moments
d'asseoir justement une paix durable dans l'espace AES. Il reste toujours important de relever comme défi toutes ces questions liées à la cybersécurité. Le deuxième panel a porté sur les défis liés au management de la communication dans l'espace AES. La communication dans l'espace AES, c'est une dynamique qui est déjà là, qui existe, qui est en train en tout cas de se performer. Et on doit vraiment travailler davantage à créer une synergie d'action entre les journalistes de l'espace AES. L'initiateur de la conférence nous édifie sur les motivations réelles de cet échange. La vraie motivation, c'est de savoir qu'est-ce que nous avons sur la table dans la coopération entre l'AES et la Russie. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de la Russie? Nous sommes partis du principe que ce sont les sujets les plus à jour dans l'espace AES. Quand on est dans l'AES, on parle avant toute autre chose de sécurité. On va parler des coupures permanentes de l'électricité, donc ça fait partie du quotidien de l'AES. Selon les intervenants, ceci est une opportunité pour les deux parties russes et la Confédération des États du Sahel pour densifier leur coopération. Et au Burkina Faso, le ministre d'État, ministre en charge du tourisme, a effectué une visite de stand du pays invité d'honneur au Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. L'objectif de cette visite est de communier avec la délégation malienne. Moussaki. Des pas de danse Peul pour accueillir le ministre d'État, ministre en charge de la culture, dans le stand du Mali, l'un des pays invités d'honneur de cette 14e édition du CITO, Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Puis vient le temps de la dégustation des mets traditionnels du pays de Sondiata Keïta, accompagné des ministres en charge de l'éducation nationale. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo découvre la diversité et la richesse. Ce qui a été mis en lumière aujourd'hui, c'est vraiment le riche potentiel et la richesse de la culture Peul que nous avons apprécié cet après-midi. Et je pense que c'est ça aussi l'esprit du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie. C'est l'occasion une fois de plus de saluer la présence fraternelle du Mali, du Niger et bien sûr d'autres pays qui sont là. Nous sommes déjà très honorés d'accueillir les officiels burkinabés sur notre stand. Et nous tenons également à leur exprimer notre profonde gratitude déjà pour l'invitation et surtout pour l'accueil et l'hospitalité dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée. Donc aujourd'hui, le fait de recevoir le ministre en charge du tourisme, ça nous réconforte déjà dans la dynamique que nous nous sommes tracée. Cette 14e édition du CITO connaît des innovations, à savoir une visite des sites touristiques du centre-sud par les professionnels du tourisme et une organisation des soirées de contes. Le ministre d'État en charge de la culture invite les populations à venir découvrir ou redécouvrir les potentialités culturelles africaines. Suite de ce journal, les membres du comité de suivi de l'arrêté interministériel sur la santé carcérale se réunissent pour la 4e fois depuis sa mise en place. C'est pour faire le suivi et la mise en œuvre du dit arrêté interministériel fixant les modalités de prise en charge de la population pénitentiaire dans le cadre du service public hospitalier. Reportage d'Aouda Koné. La tenue de la 4e session du comité de suivi de la mise en œuvre de l'arrêté interministériel sur la santé carcérale traduit tout l'intérêt des autorités pour cette couche. Le comité bénéficie de l'appui technique de l'équipe de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR au Mali. En vertu d'un accord signé en 2013 avec le gouvernement de la République du Mali, le CICR a commencé à visiter des personnes privées de liberté dans des lieux de détention au Mali, pour s'assurer que les conditions de détention et de traitement de détenus soient conformes aux lois maliennes et à des standards internationaux. Sur la base de ces observations, de son travail, le CICR partage exclusivement au bilatéral avec le gouvernement des recommandations afin de trouver ensemble des solutions pour améliorer les conditions générales
de détention et de traitement de détenus. Au cours de cette session, il s'agira pour les membres d'échanger sur les acquis, les obstacles, les défis et contraintes identifiés. Ils dégageront aussi des pistes de solutions qui feront l'objet d'une attention et d'un examen de la part des autorités. La personne détenue ou privée de liberté est un homme ou une femme, comme tous les hommes ou toutes les femmes. Elle a par conséquent droit à l'accès aux soins de santé équivalent à ceux de la population en général. Cette rencontre participe d'une synergie d'action pour l'amélioration continue et efficace du service de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Les règles minimales des Nations Unies sur le traitement des détenus, appelées également règles Nelson Mandela, dans son article 24 stipule que l'État a la responsabilité d'assurer des soins de santé aux détenus. Les mêmes règles à caractère universel, dans son article 25, ajoutent que chaque prison doit disposer d'un service médical chargé d'évaluer et d'améliorer la santé physique et mentale des détenus. Le même article souligne que le service doit être doté d'un personnel interdisciplinaire comprenant un membre suffisant de personnes qualifiées. La coalition des forces juvéniles pour le renouveau, COFOR Mali, a organisé une conférence débat sur le thème « Rôle des jeunes dans la consolidation de la démocratie et le retour à nos valeurs traditionnelles ». Les jeunes disent avoir beaucoup appris. Reportage Abdelkarim Kaba. Cette rencontre intergénérationnelle se veut un cadre d'échange et de partage. En initiant cette conférence, la coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFOR Mali veut inculquer aux jeunes un changement de mentalité. C'est pour amener les jeunes à être des vrais acteurs de prévention de nos traditions tout en jouant leur rôle dans la consolidation de la démocratie. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de parler de l'avenir, mais aussi de comprendre que les jeunes ont un rôle à jouer dans la préservation de nos traditions. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, d'allier le meilleur de nos valeurs traditionnelles à l'aspiration légitime de modernité, pour une société où chacun trouve sa place et peut s'épanouir. Le premier panel a porté sur la démocratie, concept pratique, acquis, limites et les défis. Notre pays, le Mali, a eu la chance d'être dirigé plusieurs fois par des jeunes. Cela doit faire non seulement l'objet de fierté pour les jeunes, mais d'une grande responsabilité. Ils doivent se dire qu'ils ont des choses à faire. Mais les débats ont laissé croire quelquefois que soit ils attendent d'être appelés, soit ils veulent instaurer un débat générationnel. Dans les deux cas, il y a un déficit de compréhension. On peut jouer son rôle, les générations sont interdépendantes, mais surtout, l'implication des jeunes, ce n'est pas demain, c'est ici et maintenant. Cela doit être aussi entendu par tous. Le rôle des jeunes dans la consolidation de la démocratie est l'intitulé du deuxième panel. Et le rôle de la jeunesse aujourd'hui, c'est de s'engager, de s'informer, de se former pour pouvoir être acteur de ce qui est important pour l'avenir. Vous savez, dans un pays en transition, l'actualité, ce sont les réformes en profondeur. Il s'agit des réformes politiques, institutionnelles et autres. Et ces réformes-là doivent être portées par les jeunes, puisqu'il s'agit de leur avenir. Sédou Sangaré, traditionnaliste, a échangé avec les jeunes sur la citoyenneté, valeurs et principes comme thème du troisième panel. Ils doivent s'accaparer de cette légitimité traditionnelle, de connaître les valeurs qui nous sont propres à nous. C'est-à-dire, si on ne connaît pas tout, on a quitté, on ne sait pas où on va. À travers cette conférence débat, la coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFOR Mali apporte ainsi sa contribution dans la refondation du Mali. Un mode politique dans cette édition et parlons tout d'abord de la 12e conférence nationale de l'URD. Les délégués venus de toutes les régions ont procédé au toilettage des textes pour les adapter au nouveau contexte politique et à la nouvelle configuration territoriale du pays. Le reportage de Nouhoum Sissoko. La 12e conférence nationale de l'URD, Union pour la République et la démocratie, procède à la relecture des statuts et du règlement intérieur du parti afin de les rendre conformes au nouveau contexte territorial du pays. Il s'agit aussi pour le parti de la poignée de main de passer en revue ses activités depuis la tenue de la 11e conférence nationale. Nos présentes assises constituent une étape décisive dans la marche de notre parti.
Elles se tiennent en prélude du 5e congrès extraordinaire prévu pour le 21 décembre 2024. Cette 12e conférence nationale permettra à notre parti de se doter de nouveaux textes conformément à la nouvelle organisation territoriale de notre pays. Le thème de notre conférence, consolidation de nos acquis et renforcement de la cohésion au sein du parti. Les recommandations issues de la 11e conférence nationale ont été mises en œuvre à hauteur de souhait. Le processus de renouvellement des organes du parti en vue du 5e congrès extraordinaire se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Le président de l'IRD appelle les autorités à s'investir pour plus de conciliation dans certaines affaires portées devant la justice. Permettez-moi d'adresser mes sincères et vives félicitations à nos autorités de la transition qui ne ménagent aucun effort pour la concrétisation du Mali Koura. Conformément à la feuille de route du nouveau Premier ministre, demandez aux autorités de la transition de s'impliquer auprès de la justice de notre pays pour un dénouement heureux des dossiers en instance concernant les hommes politiques en détention et en exil dans le but de l'apaisement du climat social et du renforcement de la cohésion nationale. Le parti URD réitère son soutien total aux forces armées et de sécurité pour les efforts déployés dans la défense de l'intégrité territoriale. Aussi, premier congrès du parti Convention pour la République, une occasion pour les délégués d'échanger sur les questions d'intérêt national, notamment la lutte contre le terrorisme pour une paix durable. Un nouveau bureau a été mis en place et le président sortant a été reconduit pour un mandat de 4 ans. Youssouf Diakité. La Convention pour la République, premier congrès, un coup d'essai, un coup de maître. On peut le dire puisque les délégués sont venus de toutes les régions du Mali et même de la diaspora pour participer à ce premier congrès. Une opportunité pour les congressistes de s'intéresser à la situation actuelle du pays qui s'articule autour de certaines préoccupations, notamment la recherche d'une paix durable. À l'issue des travaux, un nouveau bureau a été élu pour diriger les destinées de l'organisation politique pendant 4 ans. Le présent congrès se tient dans un contexte marqué par l'accentuation des crises sécuritaires, sociopolitiques et institutionnelles que connaît notre pays et qui les menacent en tant qu'État démocratique. Pour surmonter cette période difficile, l'inclusion, le rassemblement de toutes les forces vives de la nation, l'union sacrée des Maliennes et des Maliens autour des valeurs républicaines et démocratiques sont impératifs. À la fin des travaux à l'unanimité, le président sortant a été reconduit pour un mandat de 4 ans. Abdoulaye Idrissa Maïga place son mandat sous le signe du renforcement des acquis et surtout de la lutte pour une paix durable, gage d'un développement harmonieux. On a fixé un but pour la Convention et l'idée c'était de promouvoir la démocratie sociale, on disait, par les moyens d'un sursaut justifié au regard de la situation de notre pays en 2020-2021. Aussi contribuer à l'avènement d'un Mali, un Mali fort, puissant, avec chacun d'entre nous, chacune des filles de ce pays, et faire en sorte que, à travers la culture du travail, par la solidarité, dans la fraternité et l'amour de la patrie, qu'on puisse effectivement aller de l'avant. En tout cas, disent-ils, pour relever les défis de l'heure, toutes les organisations politiques sont appelées à une synergie d'action en vue de gagner le pari contre le terrorisme et le sous-développement. À Ségou, rentrée politique de la coordination régionale du parti Djekabara, une occasion pour les militants d'échanger sur la vie du parti et les choix stratégiques. Le parti réitère aussi son soutien aux autorités de la transition. Kandesila. C'est la salle Merouba de Ségou qui a servi de cadre à la rentrée politique de la coordination régionale du mouvement Djekabara. Une rentrée qui mobilise militants et sympathisants à la base, cadres et responsables du parti, mais aussi plusieurs partis amis ou invités. Le parti Djekabara se veut un parti bien enraciné dans l'histoire, avec des valeurs certaines. Notre parti est un mouvement travailliste héritier du Cheikh Mohamed de Sekoro, communément appelé Cheko Koroba, de Biton Mamadi Koulibaly, de Bakaridja, de Damazon et de tous les patriotes amoureux d'un changement politique et socio-culturel dont les maîtres mots sont la discipline, la souveraineté, le travail et j'en passe. Par rapport aux enjeux du moment, l'heure est à la mobilisation générale autour des autorités de la transition. Le parti Djekabara, une des premières formations politiques
créé après l'avènement de la 4e République, a toujours réaffirmé son soutien aux autorités et aux idéaux de la transition pour l'avènement d'un Mali nouveau, Mali courant. Aujourd'hui, le Mali a besoin de plus d'unité et de cohésion autour des autorités du pays, avec à sa tête le général d'armée Assimi Goïta. Une occasion pour le président d'adresser aux militants les mots d'ordre du mouvement Djekabara. Djekabara, comme son nom l'indique, c'est l'union et le travail à l'image des abeilles. Je vous invite à vous rassembler comme un seul homme et mettons-nous au travail pour le développement du Mali. Cette rencontre a été également marquée par des témoignages de soutien de plusieurs personnalités. Action humanitaire de la Fondation Orange Mali, elle vole au secours des victimes des inondations. Une journée de distribution de dons a été en effet organisée. Des sacs de riz, des pâtes alimentaires, des couvre-lits, des nattes pour soulager les sinistrés. Yara Dombele. La société Orange Mali, à travers sa fondation, apporte son soutien aux victimes des inondations. Elle vient de mettre à leur disposition un important don en alimentaire et non alimentaire, de quoi soulager les chefs de famille bénéficiaires. L'appui aux ménages est constitué de kits d'urgence, de vivres et de kits d'hygiène pour les femmes. Et chaque kit est composé d'une bâche pour s'abriter, d'un sac de riz de 25 kg, de 2 moustiquaires imprégnés, une nappe de 2 places, une couverture, un seau en plastique de 20 litres, une bouilloire, 2,5 kg de savon lessive et enfin un kit d'hygiène féminine. On remercie infiniment la société Orange Mali. Elle vient de nous soulager à travers cette donation. Il s'agissait pour la Fondation Orange Mali d'exprimer sa profonde solidarité à l'endroit des 400 familles victimes des inondations des communes 3 et 4 du district de Bamako. Ce geste a été rendu possible grâce à certains partenaires, dont l'ONG Action contre la faim. Nous sommes au service de la communauté, que ce soit Orange Mali ou Action contre la faim. Le bien-être de cette communauté nous fait atteindre nos objectifs. La cérémonie d'aujourd'hui est une réponse concrète à ces défis. Ces actions d'une valeur de 21 384 198 francs CFA, financées par Orange Mali et mise en œuvre en partenariat avec Action contre la faim, vise à améliorer les conditions de vie des familles affectées. À ces 400 bénéficiaires de Bamako s'ajoutent 600 autres familles des régions de Ségou et Mopti. Ainsi, Orange Mali fait montre d'un acte de partage des valeurs cardinales de notre société, dont la solidarité. 3e édition de la manifestation folklorique traditionnelle dénommée Sandia, une initiative des Nyamakala de l'ORTM en collaboration avec le Récotrad. Objectif, réunir les Nyamakala autour de la paix, le vivre ensemble et soutenir les femmes. Les temps forts avec Ibrahim Kaoukounate et Adama Traoré. Chez les griots, le Sandia est une manifestation folklorique qui célèbre la bonne récolte. C'est aussi une grande activité artistique populaire qui couronne l'année en beauté. Ici, les Nyamakala de l'ORTM organisent pour célébrer notre armée à travers le Sandia et appellent à la cohésion sociale. Aux autorités de la transition et rendre un grand hommage à nos forces de l'ordre et de sécurité, nos braves militaires qui sont toujours au front. Troisième du genre, avec cette manifestation grandiose, les Nyamakala de l'ORTM entendent accompagner les autorités de la transition afin de contribuer à la consolidation de la paix et à la stabilité de notre pays. Quand il a été contacté par les griots de l'ORTM, le ministre a tout de suite répondu favorablement pour venir présider cette cérémonie. Il connaît l'importance des griots dans notre pays parce que c'est le ciment de notre société. Vous êtes les racines qui nous soudent.
En plus du département en charge de la communication à travers la direction de l'ORTM, l'événement est accompagné par les familles fondatrices de Bamako, parrainées par Djeli Baki Diabaté, Mama Sila, Mamadou Oumar Sidibé, avec le soutien du Récotrad, ainsi que de nombreux artistes et griots de Bamako. Et c'est l'heure du sport. Dans cette édition, il est au rendez-vous Abdul Karim Kava. Bonsoir Abdul Karim. Bonsoir Kadiatou Kone, bonsoir à tout le monde. Football, le festival de foot féminin, deuxième édition. La ville de Kati a abrité hier ce festival féminin. Et c'est le stade Salif Keita de Mongo qui a accueilli cette édition du festival du football féminin. Après Bougouni en 2021, la ville de Kati abrite cette édition. 3 ans après le coup d'essai avec plus de 200 participantes, les jeunes filles âgées de 8 à 15 ans se sont retrouvées pour le festival du football féminin. L'événement a regroupé cette année 300 jeunes filles de 8 à 15 ans. C'est pour la promotion et le développement du football féminin au Mali que cette édition du festival du football féminin a été organisée donc dans la ville garnison à Kati pour le développement du football au niveau des dames. Et natation, on en parlait hier soir. La saison 2024-2025 a démarré ce samedi et c'est à travers la Coupe du Président de la Fédération aquatique du Mali que la saison a été lancée. La Fédération aquatique du Mali organise l'édition 2024 de la Coupe du Président de la dite fédération. À l'issue de la compétition, l'USFAS remporte le premier prix avec 18 médailles, suivi de la protection civile qui se classe deuxième avec 16 médailles. Et la troisième place est occupée par la Ligue des Koulikoro. Au total, 146 athlètes des 10 clubs ont pris part à cette coupe du président de la Fédération aquatique du Mali. La compétition a été placée sous le signe de la paix, nous dit Daouda Kone. Cette édition 2024 de la Coupe du Président de la Fédération aquatique du Mali a regroupé les athlètes venant des clubs et des ligues régionales. Au classement général, l'USFAS se classe premier avec 18 médailles dont 9 or, 6 argent et 3 bronzes, suivi de la protection civile avec 16 médailles dont 3 or, 4 argent et 9 bronzes. La troisième place revient à la Ligue de Koulikoro avec 11 médailles dont 3 or, 3 argent et 5 bronzes. L'objectif de cette compétition est d'inciter les jeunes à pratiquer la discipline. Chaque année, nous faisons une compétition populaire, uniquement pour sélectionner les jeunes. Et quand on a vu qu'il y a un grand engouement des jeunes, on a procédé à leur recrutement par rapport à la compétition populaire. Et je vais vous dire, depuis les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a eu un grand engouement et surtout l'amélioration des performances. Assister à une activité physique, ça c'est un devoir certes, mais assister à une compétition de natation relève du fait que l'activité en soi est très noble, puisque comme on le dit souvent, on ne meurt jamais parce qu'on ne sait pas maîtriser les ballons, mais on peut mourir en une fraction de seconde lorsqu'on ne sait pas nager. Cela est une motivation de notre présence ici. Et puis, c'est l'élément impulseur de la performance d'une fédération que d'ouvrir sa saison par une activité de cette envergure. Ils étaient 146 nageurs, dont 108 hommes et 38 dames de 6 clubs du district de Bamako et de 4 ligues régionales qui ont donné un éclat particulier à cette rencontre entre nageurs. C'est donc parti pour la saison aquatique au niveau de la Fédération malienne aquatique. Merci beaucoup Abdul Karim Kaba pour l'actualité sportive. Merci bien Kadiatou Kone. Et bon début de semaine à vous. Merci. Le président du Conseil national de transition, les membres du bureau et de la conférence des présidents ainsi que l'ensemble des membres et le personnel du CNT en ont profonde douleur d'annoncer au peuple malien le décès de Boubacar Sow survenu ce dimanche 1er décembre 2024 à Tunis en Tunisie.
Boubacar Sow était membre de la commission de la défense nationale, de la sécurité et de la protection civile du Conseil national de transition. En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil national de transition, au nom de l'institution parlementaire, présente ses condoléances les plus émues à sa famille durement éplorée ainsi qu'à l'ensemble des forces de sécurité. La levée du corps aura lieu le mercredi 4 décembre 2024 à partir de 14h à l'École nationale de police assise à Tomikorobogo. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Demain commence une nouvelle semaine. Chaque semaine, nous avons la chance de prendre un nouveau départ et de donner le temps pour les jours à venir, disaient nos grands-pères. Bonne fin de soirée à tous. Azimol!